Bonsoir à tous et bienvenue sur D8, sur votre émission préférée Voyage au bout de la nuit. J'espère que vous êtes aussi bien installés que moi et prêts à partir au 19e siècle. Alors, c'est un classique, mais ça me fait plaisir de vous le faire découvrir. Déjà parce que ce n'est pas le roman le plus connu de Victor Hugo qui, lui, qu'on ne présente plus. Et puis je viens tout juste de rentrer de Londres où j'ai eu la chance de voir cette comédie musicale Les Misérables qui est jouée depuis plus de 30 ans, adaptée évidemment du chef-d'œuvre de Victor Hugo. Donc on reste, si je puis dire, à la maison. Et donc ce soir, c'est avec Les Travailleurs de la mer que nous allons passer un bout de notre nuit. Alors c'est un roman évidemment du 19e siècle, écrit et publié en 1866. Sachez que le premier titre de ce roman était L'Abîme. Vous allez peut-être comprendre pourquoi avec l'intrigue. Et Victor Hugo, eh bien, il l'écrit à Hauteville durant son exil sur l'île anglo-normande de Guernesey. Alors, quelle est l'histoire des Travailleurs de la mer? Eh bien, l'action se passe dans l'archipel de la Manche. Pour pouvoir reconstruire un nouveau bateau à vapeur après le naufrage de la Durande, il faudrait sauver cette précieuse machine du navire dont le constructeur est mort. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, tout simplement une enquête, une entreprise sous l'épaule de Gilliatt, parce que lui, il a bien envie d'épouser Duréchette, la nièce de l'armateur, qui dit « L'homme qui acceptera ce péril sera plus qu'un héros et je l'épouserai ». Mais une idylle ne fait pas un roman d'amour. Il y aura donc aussi énormément d'aventures dans Les Travailleurs de la mer. Nous sommes en pleine époque de la révolution industrielle et des machines de la mer. Je vous laisse donc plonger dans l'intrigue avec moi. Et puis vous pouvez réagir, vous le savez, avec le hashtag VBN. L'archipel de la Manche, chapitre 1er, les anciens cataclysmes. L'Atlantique ronge nos côtes. La pression du courant du pôle déforme notre falaise ouest. La muraille que nous avons sur la mer est minée de Saint-Valery-sur-Somme à Ingouville. De vastes blocs s'écroulent, l'eau roule des nuages de galets, nos ports sans sable ou sans pierre. L'embouchure de nos fleuves se barre. Chaque jour, un pan de la terre normande se détache et disparaît sous le flot. Ce prodigieux travail, aujourd'hui ralenti, a été terrible. Il a fallu pour le contenir cet éperon immense, le Finistère. Qu'on juge de la force du flux polaire et de la violence, de cet affouillement par le creux qu'il a fait entre Cherbourg et Brest. Cette formation du golfe de la Manche, aux dépens du sol français, est antérieure au temps historique. La dernière voie de fait décisive de l'océan sur notre côte a pourtant date certaine. En 709, 60 ans avant l'avènement de Charlemagne, un coup de mer a détaché Jersey de la France. D'autres sommets des terres antérieurement submergées sont comme Jersey, visibles. Ces pointes qui sortent de l'eau sont des îles. C'est ce qu'on nomme l'archipel normand. Il y a là une laborieuse fourmilière humaine. À l'industrie de la mer qui avait fait une ruine a succédé l'industrie de l'homme qui a fait un peuple. Chapitre 2, Guernesey. Granit au sud, sable au nord. Ici, des escarpements, là, des dunes. Un plan incliné de prairies avec des ondulations de collines et des reliefs de roches, pour franges à ce tapis vert foncé de plis. L'écume de l'océan, le long de la côte, des batteries rasantes, des tours à meurtrières de distance en distance, sur toute la plage basse, un parapet massif coupé de créneaux et d'escaliers, que le sable envahit et qu'attaque le flot, unique assiégeant à craindre. Des moulins dématés par les tempêtes, quelques-uns ovales, à la Ville-au-Roi, à Saint-Pierre-au-Port, à Torteval, tournant encore dans la falaise, des ancrages dans les dunes, des troupeaux, le chien du berger et le chien du toucheur de bœufs, en quête et en travail. Les petites charrettes des marchands de la ville, galopant dans les chemins creux, souvent des maisons noires gourdonnées à l'ouest à cause des pluies, coqs, poules, fumier,
partout des murs cyclopéens. Ceux de l'ancien Havre, malheureusement détruits, étaient admirables avec leurs blocs informes, leurs poteaux puissants et leurs lourdes chaînes. Des fermes à encadrement de futaies. Les champs murés à hauteur d'appui avec des cordons de pierres sèches dessinant sur les plaines un bizarre échiquier. Ça et là, un rempart autour d'un charbon, des chaumières en granit, des huttes casemates, des cabanes à défier le boulet. Parfois, dans le lieu le plus sauvage, un petit bâtiment neuf surmonté d'une cloche qui est une école. 2 ou 3 ruisseaux dans des fonds des prés, ormes et chênes. Un lys fait exprès qui n'est que là. Guernsey Lily, dans la saison des grands labours. Des charrues à 8 chevaux devant les maisons, de larges meules de foin portées sur un cercle de bornes, de pierre. Des tas d'ajoncs épineux, parfois des jardins de l'ancien style français, à ifs taillés, à buis façonnés, à vases rocailles, mêlés aux vergers et aux potagers. Des fleurs d'amateurs dans des enclos de paysans. Des rhododendrons parmi les pommes de terre, partout sur l'herbe, des étalages de varech. Couleur oreilles d'ours, dans les cimetières pas de croix. Des lames de pierre imitant au clair de lune des dames blanches, debout. 10 clochers gothiques sur l'horizon. Vieilles églises, dogmes neufs, le rite protestant logé dans l'architecture catholique, dans les sables et sur les capes, la sombre énigme celtique, éparse sous ses formes diverses, menhir, peulevent, longue pierre, pierre des fées, pierre branlante, pierre sonnante, galerie, cromlèche, dolmen, pouclaire, toutes sortes de traces. Après les druides, les abbés. Après les abbés, l'homme. Leur ami, l'océan, les isole. Ces grandes fraternités, c'est toute la nature. Si l'on creuse les alluvions de la baie Vazon, on y trouve des arbres. Il y a eu là, sous une mystérieuse épaisseur de sable, une forêt. Les pêcheurs redoyés de cet ouest, battus des vents, font des pilotes habiles. La mer est particulière dans les îles de la Manche. La baie des Cancales, tout proche, est le point du monde où les marées marnent le plus. Chapitre 4, l'herbe. L'herbe à Guernesey, c'est l'herbe de partout, un peu plus riche pourtant. Une prairie à Guernesey, c'est presque le gazon de Cluj ou de Guéménos. Vous y trouvez des fétuques et des pâturins, comme dans la première herbe venue, plus le cynodon pied de poule et la glycérie flottante, plus le brome mollet aux épilés en fuseau, plus le phalaris des Canaries, l'agrostide qui donne une teinture verte, l'ivraie et grasse, le lupin jaune, la houlque qui a de la laine sur sa tige, la flouve qui sent bon, l'amourette qui tremble, le souci pluvial, l'aile sauvage dont la fleur est si douce et l'odeur si âcre, la féole, le pulpin dont l'épi semble une petite massue, le stipe propre à faire des paniers, les limes utiles à fixer les sables mouvants. Est-ce tout? Non. Il y a encore le dactyle dont les fleurs se pelotonnent, le panis millet et même, selon quelques agronomes indigènes, l'andropogon. Il y a la crépide à feuilles de pissenlit qui marque l'heure et le laitron de Sibérie qui annonce le temps. Tout cela, c'est de l'herbe. Mais n'a pas qui veut cette herbe. C'est l'herbe propre à l'archipel. Il faut le granit pour sous-sol et l'océan pour arrosoir. Maintenant, faites courir là-dedans et faites voler là-dessus 1000 insectes, les uns hideux, les autres charmants. Sous l'herbe, les longicornes, les longinases, les calandres, les fourmis occupées à traire les pucerons, leurs vaches, les sauterelles baveuses, la coccinelle bête du bon Dieu et le taupin bête du diable. Sur l'herbe, dans l'air, la libellule, l'ichneumon, la guêpe, les cétoines d'or, les bourbons de velours, les émeraudes de dentelle, les chrysis au ventre rouge, les volucelles tapageuses, et vous aurez quelque idée du spectacle plein de rêveries qu'en juin, à midi, la croupe de Gerbourg ou de Fermain-Bay offre à un entomologiste un peu songeur et à un poète un peu naturaliste.
Tout à coup, vous apercevez sous ce doux gazon vert une petite dalle carrée où sont gravées ces 2 lettres. WD, ce qui signifie War Department, c'est-à-dire département de la guerre. C'est juste. Il faut bien que la civilisation se montre. Sans cela, l'endroit serait sauvage. Allez sur les bords du Rhin, cherchez les recoins, les plus ignorés de cette nature. Sur de certains points, le passage a tant de majesté qu'il semble pontifical. On dirait que Dieu est plus présent là qu'ailleurs. Enfoncez-vous dans les asiles, où les montagnes font le plus de solitude et où les bois font le plus de silence. Choisissez, je suppose, Andernach et ses environs. Faites visite à cet obscur et impassible lac de l'Arak, presque mystérieux tant il est inconnu. Pas de tranquillité plus auguste. La vie universelle est là, dans toute sa sérénité religieuse. Nul trouble, partout l'ordre profond du grand désordre naturel. Promettez-vous attendri dans ce désert. Il est voluptueux, comme le printemps et mélancolique comme l'automne. Cheminez au hasard, laissez derrière vous l'abbaye en ruine. Perdez-vous dans la paix touchante des ravins. Parmi les chants d'oiseaux et les bruits de feuilles, buvez dans le creux de votre main l'eau des sources. Marchez, méditez, oubliez. Une chaumière se présente. Elle marque l'angle d'un hameau enfoui sous les arbres. Elle est verte, embaumée, charmante, toute vêtue de lierre et de fleurs, pleine d'enfants et de rires. Vous approchez et au coin de la cabane couverte d'une éclatante déchirure d'ombre et de soleil, sur une vieille pierre de ce vieux mur, au-dessous du nom du hameau, Linderbrezik, vous lisez « 22e Land, bataillon, 2e camp ». Vous croyez dans un village, vous êtes dans un régiment. Tel est l'homme. Chapitre 5, les risques de mer. Loverfall, Lisée, Cascou et partout sur la côte ouest de Guernesey. Les vagues l'ont savamment déchiqueté. La nuit, sur la pointe des rochers suspects, des clartés invraisemblables, aperçues, dit-on, et affirmées par des rôdeurs de mer, avertissent ou trompent. Ces mêmes rôdeurs, hardis et crédules, distinguent sous l'eau l'holoturion des légendes, cette ortie marine et infernale qu'on ne peut toucher sans que la main prenne feu. Telle dénomination locale, Tintageux par exemple, du gallois Tintagel, indique la présence du diable. Eustache, qui est Weiss, le dit dans ses vers suivants. Donc commença mer à mêler, Inde à croître et à troubler. Noircir il cieux, noircir la nue. Tout fut la mer, tout espendu. Cette manche est aussi insoumise aujourd'hui qu'au temps de Tudrig, qu'Imbrafel, d'Amandou, le noir et du chevalier Émir Lido, réfugié à l'île de Groix, près de Quimperlé. Il y a dans ces parages des coups de théâtre de l'océan desquels il faut se défier. Celui-ci, par exemple, qui est un des caprices les plus fréquents de la rose des vents, des Channel Islands, une tempête souffle du sud-est. Le calme arrive, calme complet. Vous respirez. Cela dure parfois 1 heure. Tout à coup, l'ouragan disparu au sud-est revient du nord-ouest. Il vous prenait en queue. Il vous prend en tête. C'est la tempête inverse. Si vous n'êtes pas un ancien pilote et un vieil habitué, si vous n'avez pas, profitant du calme, pris la précaution de renverser votre manœuvre pendant que le vent se renversait, c'est fini. Le navire se disloque et sombre. Ribérol, qui est allé mourir au Brésil, écrivait à bâton rompu dans son séjour à Guernesey un mémento personnel des faits quotidiens dont une feuille est sous nos yeux. 1er janvier, étrenne, une tempête. Un navire arrivant de Portieux s'est perdu hier sur l'esplanade. 3 mâts perdus à la Rocaine. Ils venaient d'Amérique. 7 hommes sont morts, 21 sauvés. 3e, le paquet n'est pas venu. 4e, la tempête continue. 14e, pluie, éboulement aux terres qui a tué un homme. 15, gros temps,
Le faune n'a pas pu partir. 22e brusque bourrasque. 5 sinistres sur la côte ouest. 24e, la tempête persiste. Naufrage de tous côtés. Presque jamais de repos dans ce coin de l'océan. De là, les cris de mouettes jetés à travers les siècles dans cette rafale sans fin par l'antique poète inquiet Liuar Hen, ce Jérémie de la mer. Mais le gros temps n'est pas le grand risque de cette navigation de l'archipel. La bourrasque est violente et la violence avertit. On rentre au port où l'on met à la cape en ayant soin de placer le centre des forts des voiles au plat bas. S'il survente, on cargue tout et l'on peut se tirer d'affaire. Les grands périls de ces parages sont des périls invisibles, toujours présents et d'autant plus funestes que le temps est plus beau. Dans ces rencontres-là, une manœuvre spéciale est nécessaire. Les marins de l'ouest de Guernesey excellent dans cette sorte de manœuvre qu'on pourrait nommer préventive. Personne n'a étudié comme eux les 3 dangers de la mer tranquille, le singe, la nuble et le déruble. Le singe, swing, c'est le courant, la nuble, le lieu obscur, eh bien c'est le bas-fond. Le déruble, qu'on prononce le terrible, c'est le tourbillon, le nombril, l'entonnoir des roches sous-jacentes, le puits sous la mer. Chapitre 6, les rochers. Dans l'archipel de la Manche, la côte est presque partout sauvage. Ces îles sont de riants intérieurs, d'un abord âpre et bourru. La Manche étant une quasi-méditerranée, la vague est courte et violente. Le flot est un clapotement. De là, un bizarre martèlement des falaises et l'affouillement profond de la côte, qui longe cette côte passe par une série de mirages. À chaque instant, le rocher essaie de vous faire sa dupe, où les illusions vont-elles se nicher. Dans le granit, rien de plus étrange. D'énormes crapauds de pierre sont là, sortis de l'eau, sans doute pour respirer. Des nonnes géantes se hâtent, penchées sur l'horizon. Les plis pétrifiés de leurs voiles ont la forme de la fuite du vent. Des rois à couronne plutonienne méditent sur de massifs trônes à qui l'écume n'est pas épargnée. Des êtres quelconques, enfouis dans la roche, dressent leurs bras dehors. On voit les doigts des mains ouvertes. Tout cela, c'est la côte informe. Approchez, il n'y a plus rien. La pierre a de ses évanouissements. Voici une forteresse. Voici un temple fruste. Voici un chaos de masures et de murs démantelés. Tout l'arrachement d'une ville déserte. Il n'existe ni ville, ni temple, ni forteresse. C'est la falaise. À mesure qu'on s'avance ou qu'on s'éloigne, ou qu'on dérive ou qu'on tourne, la rive se défait. Pas de kaléidoscope plus prompt à l'écroulement. Les aspects se désagrègent pour se recomposer. La perspective fait des siennes. Ce bloc est un trépied, puis c'est un lion. Puis c'est un ange et il ouvre les ailes, puis c'est une figure assise qui lit dans un livre. Rien ne change de forme, comme les nuages, si ce n'est les rochers. Ces formes éveillent l'idée de grandeur, non de beauté, loin de là. Elles sont parfois maladives et hideuses. La roche a des nodosités, des tumeurs, des kystes, des ecchymoses, des loupes, des verrues. Les monts sont les gibbosités de la terre. Madame de Staël, entendant monsieur de Chateaubriand, qui avait les épaules un peu hautes, mal parler des Alpes, disait jalousie de bossu. Les grandes lignes et les grandes majestés de la nature, le niveau des mers, la silhouette des montagnes, le sombre des forêts, le bleu du ciel, se compliquent d'on ne sait quelle dislocation énorme mêlée à l'harmonie. La beauté a ses lignes, la difformité a les siennes. Il y a le sourire et il y a le rictus. La désagrégation fait sur la roche les mêmes effets que sur la nuée. Ceci flotte et se décompose. Ceci est stable et incohérent. Un reste d'angoisse du chaos et dans la création. Les splendeurs ont des balafres. Une laideur éblouissante parfois se mêle aux choses. Les plus magnifiques, cela semble protester contre l'ordre. Il y a de la grimace dans le nuage. Il y a
un grotesque céleste. Toutes les lignes sont brisées dans le flot, dans le feuillage, dans le rocher, et on ne sait quelle parodie s'y laisse entrevoir. L'informe y domine, jamais un contour n'y est correct. Grand, oui, pur, non. Examinez les nuages. Toutes sortes de visages s'y dessinent, toutes sortes de ressemblances s'y montrent, toutes sortes de figures s'y esquissent. Cherchez-y un profil grec. Vous y trouverez Caliban, non Vénus. Jamais vous n'y verrez le Parthénon. Mais parfois, à la nuit tombante, quelques grandes tables d'ombre posées sur des jambages de nuées et entourées de blocs de brume, ébauchera dans le livide ciel crépusculaire un conlec immense et monstrueux. Chapitre 7, Paysages et océans mêlés. À Guernesey, les métairies sont monumentales. Quelques-unes dressent au bord des chemins un pan de mur planté comme un décor où sont percées côte à côte la porte charretière et la porte piétonne. Le temps a creusé dans les chambranles et les cintres des refends profonds où la tortue champêtre abrite l'éclosion de ses spores et où il n'est pas rare de trouver des chauves-souris endormies. Les hameaux sous les arbres sont décrépits et vivaces. Les chaumières ont des vieillesses de cathédrale, une cabane de pierre. Route des Hubbies a dans son mur une encoignure avec un tronçon de colonnettes et cette date 1405. Une autre, du côté de Balmoral, offre sur sa façade, comme les maisons paysannes de Hernani et d'Astigaraga, un blason sculpté en pleine pierre. À chaque pas, on voit dans les fermes les croisées à mailles losangées, les tourelles escaliers et les archivoltes de la Renaissance. Pas une porte qui n'ait son montoir habillé en granit. D'autres cabanes ont été des barques, une coque de bateau renversée et juchée sur des pieux et des traverses. Cela fait un toit. Une nef, la cale en haut, c'est une église. La voûte en bas, c'est un navire. Le récipient de la prière retournée dompte la mer. Dans les paroisses arides de l'Ouest, le pluie banal. Debout, avec son petit dôme de maçonnerie, au milieu des friches, imite presque le marabout arabe. Une solive trouée avec une pierre pour pivot ferme, la haie d'un champ. On reconnaît à des centaines marquent les échaliers, sur lesquels les lutins et les auxcriniers se mettent à cheval la nuit. Les ravins étalent pêle-mêle sur leurs talus les fougères, les liserons, les roses, les houx aux graines écarlates, l'épine blanche, l'épine rose, l'ièble d'Écosse, le troène et ses longues lanières plissées, dites collerettes de Henri IV. Dans toute cette herbe, eh bien, pullule et prospère un épilobe fort brouté des bourriques, ce que la botanique exprime avec élégance et pudeur par le mot onagrarié. Partout, des fourrés, des charmilles, toutes sortes de breuailles, des épaisseurs vertes où ramage un monde ailé, guetté par un monde rampant. Et après cette description botanique de l'archipel de la Manche, eh bien, c'est déjà l'heure de notre petite pause dans notre voyage. Mais je vous retrouve très bientôt pour la suite des Voyageurs de la mer de Victor Hugo. Merci en tout cas d'avoir été en ma compagnie. Vous pouvez, vous le savez, retrouver toutes ces émissions en replay. Et puis, quant à moi, rendez-vous sur mon blog pour suivre mon actualité artistique. Le blog s'appelle, vous le savez j'espère, somethingaboutvictoria.com. Je vous parle de plein de choses. Et puis si vous avez le câble, vous pouvez me retrouver sur la première chaîne anglaise tous les dimanches soirs dans une série intitulée War and Peace. L'adaptation de Tolstoï, évidemment, le roman Guerre et paix. Je vous retrouve très vite sur D8. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous embrasse et une belle journée à tous.